Parfait, alors. Super. Et on a même un changeur. Wow. Alors, on va faire l'anesthésie réanimation pour tout le monde artériel commun. Alors, pas mal de difficultés nous attendent. Hier, on a parlé des shunts à bas débit. Ici, vous l'avez vu, c'est un shunt à l'étage des gros vaisseaux. Donc, haut débit, haute pression. Le shunt ne sature pas en diastole. Il y a un shunt permanent. Donc, il y a une contrainte sur la circulation pulmonaire qui est importante. Il y a un shunt qui est important. Et ce shunt, il dépend de la résistance artérielle pulmonaire et systémique. C'est la balance. Plus on pousse systémique vers pulmonaire, plus il y a un shunt important. Plus la résistance artérielle pulmonaire baisse, plus il y a un shunt important. Et nous, on est donc il y a la physiologie, on va dire quotidien. Voilà, le nouveau-né est là dans son lit, sa physiologie n'est pas perturbée. Mais nous, on va devoir faire une anesthésie. En fait, on va modifier rapidement des facteurs qui peuvent être potentiellement déstabilisants. Avant l'intervention, donc vous avez vu le nouveau-né, en général, on les opère quand même très rapidement. C'est pas mal de les opérer avant la bascule, c'est-à-dire avant que le shunt et donc l'hyperdébit deviennent très importantes. C'est-à-dire qu'au début, les résistances artérielles pulmonaires, vous le savez, à la naissance vont être très hautes et puis elles vont progressivement baisser. Donc l'importance du shunt va augmenter avec l'apparition de plus ou moins dyspnée, plus ou moins insuffisance cardiaque. Donc, c'est pas mal de les opérer assez tôt pour être dans des bonnes conditions par rapport à ça. Il y a un facteur majeur, c'est la fuite de la valve troncale. Donc, on a déjà un vol coronaire potentiel puisqu'on a un shunt et diastolique. Donc, ça continue à chanter gauche-droit en diastole. Donc, à ce moment-là, on a voilà, un vol qui va vers les artères pulmonaires. Et si ce shunt est déjà très important, ça peut faire un vol coronaire. Alors, si en plus la valve troncale fuit, c'est deux facteurs qui peuvent se combiner pour donner des choses pas terribles en préopératoire. On voit des cas ischémiques, on voit des propos montés, on voit des modifications de CG, parfois des troubles de rythme. Donc ça, c'est globalement pas très bon pour l'ensemble du pronostic. On a vu, il y a différents, étant donné que c'est des petits, il y a potentiellement des anomalies coronaires, anomalies génétiques associées avec les différents facteurs de risque qui peuvent nous compliquer la vie, surtout sur le pronostic. Les enfants, est-ce que vraiment il faut les opérer? Donc, on va à l'opération, il y en a où vraiment le risque est majeur. On va devoir informer les parents pour leur dire que finalement le risque chirurgical est absolument majeur. Et il arrive que ces patients se déstabilisent même avant l'intervention. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que avec les anomalies coronaires génétiques potentielles et les syndromes de Petit-Georges, on a des difficultés supplémentaires qui peuvent apparaître, l'hypocalcémie, le risque infectieux sur les anomalies chimiques, l'association à différentes malformations faciales. Donc ça, c'est technique, c'est qu'on peut en plus avoir des problèmes d'articulation, donc tout ça, il faut les anticiper. C'est notre travail d'anesthésiste. Et ensuite, ce qui est fondamental, comment on va arriver et anesthésier notre patient. L'objectif, c'est de respecter la physiologie. C'est de ne pas déstabiliser le malade. Comme vous disiez, on va forcément induire une déstabilisation parce qu'on va donner des médicaments vasodilatateurs, on va intuber notre patient, etc. C'est l'anesthésie d'un champ gauche-droit à haut débit. Et donc, il faut absolument ne pas majorer le shunt. Donc, si on n'a pas compris, si on n'a pas fait de DU de réanimation des cardiopathie congénitale, on a un anesthésiste standard et qu'on arrive avec les protocoles d'anesthésie standard, et bien, on peut tuer le malade à l'induction pour de vrai, puisque si vraiment on a un patient, un type de patient pour lequel le protocole standard d'anesthésie va mener au crash, c'est bien un shunt gauche-droit. Parce que qu'est-ce qu'on arrive en anesthésie standard? On va pré-oxygéner notre patient à 100%.
voilà, pour lui faire plein d'azur en oxygène. On adore ça, on est hyper content, il pourra tenir l'apnée. Super. Et puis, on va, une fois qu'il dort, le ventiler au masque le temps que le curage. Et puis, du coup, on va ventiler souvent le surventiler. Donc, deux effets, deux facteurs qui vont faire quoi? 100% d'FiO2, vasodilatation pulmonaire, majoration du champ gauche-droit. Surventilation, baisse de la capnie, majoration du champ gauche-droit. Dommage, c'est absolument et exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, voilà, le protocole standard sur un champ gauche-droit, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut prendre ce qu'on fait et on va induire à 50% d'FiO2. On va, une fois que l'enfant dort, on induit au sérofural. Une fois que l'enfant dort, on va essayer le temps de trouver la voie veineuse, typiquement, s'il était déjà équipé, mais on va essayer de ne pas le surventiler. On ne prend pas avec son cerveau le masque au masque et au bas-vu à le surventiler et faire une hypocapnie, puisqu'on va, comme je disais, baisser la résistance vasculaire pulmonaire et majorer le champ gauche-droit. Et ça peut, en fait, on peut ne pas s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des facteurs comme ça, typiquement, donc on l'induit à 50% de CO2, et puis en fait, à un moment, il fait un petit espace arrangé, ça va un petit peu moins bien, il désature. Voilà, attention, on a le droit de mettre 100% de CO2. Si on a une SAT qui n'est pas bonne, on n'est pas une hyperdévie pulmonaire, on l'est toujours, mais si on a une SAT qui n'est pas bonne, on a le droit de mettre 100% pour réutiliser notre patient. En revanche, le piège, c'est 100%, on a mis 100%, la SAT est revenue à 100%, on est content et on retourne pour aller chercher notre veineuse périphérique. Et puis on y arrive pas, c'est un peu long. Donc en fait, on a oublié qu'on avait mis 100%. Et là, ça m'est déjà arrivé. En fait, on peut voir, et c'est ce qui m'est arrivé, en fait, un sous-décalage commence à arriver sur le CG. Donc en fait, un sous-décalage induit par le vol coronaire lié au shunt gauche-droit massif qu'on est en train de provoquer. Et donc, en fait, si on continue comme ça, on s'imagine bien que le vol coronaire, ça finit par la fibrillation. Dommage. C'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Donc, attention, on a le droit temporairement de mettre la FiO2 à 100% pour remonter d'une situation où la SAT aurait baissé, mais vigilance, attention, d'où la sensibilisation, la formation et l'explication aussi aux IAM, leur expliquer qu'elles comprennent, qu'ils ou elles comprennent pourquoi on fait ça, pourquoi on induit à 50% et pas à 100%, pour qu'ils aient, attends, t'es sûr que tu voulais, la petite lumière, t'es sûr que tu voulais laisser à 100%? Ah non, on remet à 50%. Voilà. Une fois qu'on a intubé, ça va mieux, on a une pression positive dans les poumons, et donc on va globalement ventiler notre patient. Moi, souvent, je redescends à 25-30% des FiO2, je vais mettre une PEP à 6 plutôt que 4. Pas besoin non plus de mettre 12 de PEP, à part si vraiment ça ne va pas, mais une PEP plutôt haute, et puis on va pas surventiler, on va essayer d'avoir des capnies plutôt hautes aussi. Ensuite, on va ouvrir le chirurgien va ouvrir le sternum, pareil, facteur potentiel de décompensation, ça peut augmenter la compréhension pulmonaire, ça dépend de notre mode de ventilation, mais peu importe, si jamais ça augmente les volumes sans qu'on s'en rende compte, et que du coup ça fait baisser la capnie, et ben, on peut majorer le shunt. Ensuite, c'est une balance, il y a tout ce qui fait baisser les résistances artérielles pulmonaires. Donc, je vous rappelle que c'est globalement le pH, l'acidose et la PCO2 la PCO2 fait monter les résistances artérielles pulmonaires. La FiO2, plus elle est haute, plus la résistance baisse globalement, et les pressions interthoraciques montent les résistances artérielles pulmonaires également. En revanche, si on pousse de l'autre côté, globalement, c'est un équilibre. Si les résistances artérielles systémiques sont plus hautes, là, on va pousser de l'autre côté. Et donc, les stimuli douloureux, ce genre de choses. En gros, s'il y a une pression artérielle trop importante, ça peut majorer également le shunt gauche. Et en plus de ça, si on a une fuite troncale, ça peut, ça majore la fuite troncale, ça remonte la post-charge. Si c'est une IA, en fait, et ça la majore. Donc, à éviter. Voilà le message. Limiter la déstabilisation du QPQS et du shunt gauche droit. Il y a un point essentiel. Donc, une fois qu'on part en CEC, on a un petit qui est plus ou moins stable. Super, ça y est, c'est cannulé, on est content, mais il est stable.
Sauf que là, on a une canule dans l'aorte, et qu'est-ce qui relie à l'aorte? Les artères pulmonaires. Donc, si on part en CEC à fond, avec nos gros sabots, juste comme ça, on va inonder les poumons. Donc, le flux qui sort de la canule aortique va aller aussi bien en systémique, même plus facilement pulmonaire, avec des résistances artérielles qui sont plus basses, et on peut inonder les poumons. On peut inonder les poumons au point où on peut voir apparaître, on peut avoir le récit qui sonne. Pourquoi? Et puis on s'effondrer. Pourquoi? Il y a du plasma qui sort de la sonde d'intubation. On a un OAP flash qui arrive. Et ça, c'est pas souhaitable sur le moment, mais c'est même pas souhaitable. Évidemment, global, parce que si on a bousillé les poumons, là, ça va être compliqué de sortir de CEC après. Parce que, on va dire, un OAP comme ça, un peu c'est résolutif, ça va pas forcément être résolutif juste le temps d'intervention. Donc, c'est un petit peu dommage que tout se passe bien, mais qu'on ait bousillé les poumons au départ en CEC et qu'on soit obligé de sortir sous les poumons pour des raisons respiratoires. Dommage. Donc, les chirurgiens sont au courant quand même, hein, mais ils vont passer des lacs autour des AP et ils vont les clamper au départ en CEC. Si jamais on part en CEC et qu'on voit qu'on a des pressions systémiques, qu'on ne comprend pas, on a un débit adéquat et les pressions sont pourries, bah c'est quoi? C'est qu'on a un hypodébit systémique et qu'en fait tout passe dans les poumons. Je veux dire, en général, souvent, ça sort par la sonde, on s'en aperçoit. Bon, ensuite, c'est standard, on plante pour faire la cardiologie, il y a une CEC qui est en général longue, la préparation, François vous l'a dit avant, qui est plus ou moins complexe, et donc il va falloir après se coacher. La CEC longue, ça veut dire qu'on va potentiellement avoir une défaillance cardio, alors en plus, c'est un cœur petit, immature, une défaillance liée au clampage long, et en plus, potentiellement, de la chatte, puisque le champ gauche-droit, l'application attendue en post-opératoire, évidemment, c'est la chatte. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sevrage de la CEC. Donc, ça, c'est évidemment avec le Théo, on ne va jamais se priver d'un monitorage. Donc, typiquement, pour un troncus, on va mettre KTOG, qui va nous permettre, comme je vous disais hier, de monitorer très finement notre volume et de détecter éventuellement une défaillance gauche précoce sur le long terme, de détecter très précocement une défaillance gauche en réa. Si la POG se met à monter, c'est probablement le VG en train de se planter. Et on ne va pas se priver d'un KTAP qui va permettre de monitorer les pressions pulmonaires en continu. On évalue évidemment à l'écho, on met un support systématique, on va mettre de façon standard Poro 0,5, Adré 0,05 g/min, et on va, sur ce genre de patient, nouveau-né, très volontiers, mettre de la noradrénaline. Tout simplement parce que c'est aussi long, souvent très inflammatoire, souvent une vasoplégie, parfois directement à la sortie de bloc, parfois qui apparaîtra de façon quasi systématique en réanimation. Ensuite, il faut faire l'hémostase. Donc, c'est plus la CEC est longue, s'il y a des interruptions de la chasse aussi, il peut y avoir une hypothermie. C'est des hémostases globalement difficiles, donc on va volontiers, et en se guidant, si possible, d'un bilan PET-CEC pour savoir un petit peu où on en est, on va volontiers faire la protamine, mais supplémenter en facteur, en fibrinogène, en platelet. Donc, on sort du bloc. Au final, il y a quand même plusieurs trajectoires possibles de sortie de bloc. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas écrit, mais on peut aussi, et il faut, avoir du NO au bloc, puisque la complication principale, c'est quand même de la chatte. Donc, un troncus, pour le poser, moi, j'apporte du NO, je ne m'en sers pas. Si j'ai des pressions artérielles qui sont très élevées, on met le NO d'emblée. Voilà, on ne se pose pas la question. Donc, en fait, on a plusieurs trajectoires possibles au final. Il peut y avoir soit des défaillances cardiaques, soit des défaillances pulmonaires, soit de la chatte qui ne nous permet pas de sauver la CEC à ce moment-là en sens ECMO. Et ensuite, se poser la question de laisser le sternum ouvert. Ça dépend du poids de l'enfant, du temps de clampage, de comment ça va. Sur ces patients, souvent, on va sortir sternum ouvert. Et ensuite, les complications. La plus grande, la plus attendue, c'est la HTAP.
La HTAP, donc ne pas se priver du NO et la sortie de bloc, ne pas se priver d'un monitorage continu, le KTAP. Globalement, le KTAP, il va vous permettre d'avoir votre diagnostic immédiat, en réanimation. L'infirmière vous appelle parce que ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Elle a fait une aspiration trachéale et là, une pression, plus ça, plus rien. Et là, ça ressemble beaucoup à une crise d'HTAP. Alors, avec l'expérience, on sait, mais avant le KTAP, ça va vous avez des pressions suprasystémiques, vous avez votre diagnostic devant vous. Ça, c'est en crise, avec un stimuli douloureux. Donc, il y a tout un cours sur l'HTAP qui vous apprend comment manager l'HTAP. Mais il y a aussi, souvent, on sort avec des niveaux de base de pression qui peuvent être iso-suprasystémiques. Et on voit, selon la tolérance, si on peut sortir comme ça. Mais au moins, souvent. Et donc, ça va vous permettre aussi, au fil des jours, de voir un petit peu l'efficacité de vos traitements, de vos multiples traitements anti-HTAP que vous allez mettre pour essayer d'avancer sur ça. On a la deuxième problématique potentielle qui est la dysfonction VG. Encore une fois, c'est petit, il y a des potentiels lésions coronaires. Bon, quand il y a un problème coronaire, en général, on le sait vite. C'est pas vraiment en réanimation qu'on s'en rend compte. C'est comme souvent la pose de la CEC. Tout simplement, on n'arrive pas à poser la CEC, mais il faut rester vigilant, il faut bien suivre la troponine et le sécher. Les troubles du rythme, tout ça, c'est un peu classique. Les surinfections pulmonaires en contexte de Georges. Et puis, la qualité de la préparation, le pronostic, de toute façon, du tronquis, c'est vraiment à la valve troncale, à la fuite potentielle, et à la qualité globale de la réparation aussi, avec la voie droite, la HTAP post-cap, mais aussi potentiellement le montage droit. Est-ce que ça coule quelque part? Est-ce que c'est bien implanté? Tout ça, c'est à évaluer le Théo si possible, et puis ensuite, on continue vigilant tous les jours avec des équipes. Donc la stratégie anti-HTAP, on en a un peu parlé. Il faut toujours faire attention aux chantes résiduelles, puisque si on se retrouve avec des pressions artérielles hautes, ça peut être aussi ça peut être dur à l'hyperdémique, ça va rarement être le cas, mais en tout cas, si on a un chante résiduel qui est pas négligeable, en fait, on peut majorer ce chante, gauche droit, avec un vasodilateur pulmonaire. Donc, le traitement de l'HTAP, le NO, le sildenafil, le tractyl, le milvinone, le lévosimentan, et puis après, on peut aller aux aérosols de prostaglandine, sur l'HTAP pour ça, des aérosols de prostaglandine, le flolant, IV éventuellement, mais ça c'est marrant quand on est loin dans l'HTAP et on n'y arrive pas. Un des premiers traitements de l'HTAP et de la crise d'HTAP en particulier, c'est la sédation. Donc un enfant qui s'agite, qui du coup désature, fait une crise d'HTAP, ça ne va pas. Le premier traitement, c'est le resédatif. Voilà, le KTAP, il faut monitorer tout ça et attention aux chantes résiduelles. Globalement, la dysfonction, les inotropes, la fermeture sténale retardée, comme je disais, les différents scénarios, l'écho, évidemment, si ça ne va pas, et monitorer et comprendre si c'est, on va dire, de la défaillance VG transitoire, qui est liée à l'immaturité du cœur, qui est liée au clampage long, ou si en fait on a une lésion résiduelle. On a une fuite de la valve troncale qui finalement empêche mon VG de bien fonctionner. Ça s'appelle une lésion résiduelle, et le traitement de la lésion résiduelle, c'est la chirurgie, c'est pas la réanimation. En tout cas, une lésion résiduelle importante qui nous empêcherait d'avancer. C'est pas l'ECMO non plus. Si on sort, si on met une ECMO, il y a des études là-dessus, mais on sort du bloc avec une ECMO, mais aussi avec une lésion résiduelle, typiquement une IA de haut grade. En fait, on peut mettre l'ECMO, mais enfin, elle ne va rien régler notre ECMO. Quoi. Ce qu'il faut, c'est régler l'IA de haut grade. Ce n'est pas toujours possible chirurgicalement, mais en tout cas, il faut au moins se poser la question. Donc, lésion résiduelle plus ECMO égale 100% de mortalité. Donc, c'est là où c'est capital d'évaluer la qualité de la réparation, et pour toutes les cardiopathies évidemment, mais ici, ça va l'être encore plus dans toutes les chirurgies néonatales. Il y a encore sur la HTAP, mais voilà, le NO, ça marche. Donc, les points clés, attention à l'action, on a à faire. Toujours comprendre le patient, comprendre sa physiologie avant l'intervention, pour se préparer et anticiper de différentes problématiques. Anesthésie de la chaîne gauche-droit,
ne pas déstabiliser le shunt, démarrer la CLC progressivement en clopant les AP. Ensuite, pour la pose de la CLC, bah, attention, il faut être nickel sur tous les plans, c'est-à-dire qu'un nouveau-né CLC non-natale, ça se pose à normothermie, normocalcium, normo-pH, normokaliémie, normohémoglobine, tout clean, pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. B, inotrope, évidemment, ne pas se priver du monitorage, OG, AP. Hémostase qui peut être un petit peu difficile par rapport à la CEC longue et la consommation des facteurs, etc. Et à bien évoluer et prendre la bonne décision quant au scénario de sortie du bloc, savoir on n'y arrivera pas avec ECMO, je laisse le stand-up ouvert ou je le ferme, parce que c'est toujours un petit peu dommage de devoir canuler, donc partir en ECMO à H plus 4, parce que c'est planté, donc c'est qu'il y a parfois, il y a des situations qui sont bonnes et qui se dégradent, mais c'est dommage. Il faut vraiment faire très attention à l'évaluation. Pareil, ouvrir un sternum un petit peu après, c'est toujours un échec. Et voilà. J'ai pas compris quand tu disais que l'anomalie coronaire, ça se voyait au démarrage de la CLC.